Bonjour, donc ce sera surtout une présentation iconographique, puisque j'ai 20 minutes, donc ça va être vraiment, je dirais, à la fois très visuel et effectivement aussi basé sur le couple, donc les amours en guerre et la séparation des couples, bien évidemment en référence au travail de Clémentine Vidal-Naquet, Couple dans la Grande Guerre, le tragique et l'ordinaire du lien conjugal, qui a été publié suite à sa thèse en 2014. Donc le thème, c'est traquer l'intime et l'ineffable à travers des correspondances, à travers cette question obsédante dans les lettres, te reverrai-je, exprimée plus par la femme, mais néanmoins partagée par l'homme, puisque l'un et l'autre vivent dans l'angoisse d'une catastrophe et d'une séparation, bien évidemment, avec le sentiment amoureux très partagé à travers ces millions de correspondances, voire ces centaines, d'une façon très longue, de 14 à 18, et qui témoignent dans une certaine mesure de l'éclatement de la cellule familiale, avec la fragilisation des valeurs, des croyances, des imaginaires surtout, et de la sensibilité pour l'intime. Alors, s'il y a un accommodement à l'état de guerre, eh bien, tout est bouleversé, et l'iconographie va le révéler. Donc, une iconographie de cette séparation, qui est quand même pas très abondante, qui est très rare, en tout cas pour le côté britannique. Bien souvent, c'est le reflet de l'acceptation du devoir. La séparation est rapide, elle est retenue, elle est surtout maîtrisée. Mais en tout cas, c'est une expérience vécue qui doit traduire l'émotion, et émotion avec l'expression de l'affection, et ensuite viendront les préoccupations matérielles, puisque d'abord, on peut, pour la femme en tout cas, exprimer quelques larmes de façon contenue, vous allez le voir, en tout cas aussi absolument pas pour l'homme, qui lui parle d'un air résolu. Alors il y a d'abord aussi la notion du fils et de la mère, ou des parents, à travers ici ce biscuit allemand, la prière, la bénédiction de la mère, c'est rappeler aussi qu'il y a des hommes qui partent célibataires, et que cette séparation sera néanmoins importante, et les générations doivent aussi être rappelées. La seconde vision très importante, en tout cas pour nous côté français, c'est la notion de la famille. La famille, donc souvent représentée de façon triangulaire, avec la mère et les enfants. Ici, c'est la célèbre affiche de Poulbeau pour le premier emprunt de 1915. C'est la scène d'adieu dans un monde rural encore, et tellement rural qu'elle est encore en sabot. C'est une vision qu'on n'aura plus du tout ensuite, de 16 à 18. La mère a encore une coiffe, voyez, populaire, et le petit garçon également est en sabot. Alors lui porte des attributs patriotiques, le képi, le petit drapeau et l'épée. Il est dans une dimension déjà guerrière. Et les soldats partent au loin, le père agitant un mouchoir blanc. On le voit, il est déjà bien dans la tenue bleue de 1915. Et c'est lui qui dit à la mère la phrase qui est en bas, à son épouse: « N'oublie pas de souscrire pour la victoire et le retour. » Voilà, la guerre courte, on s'en est fait une idée, néanmoins, on va aspirer pendant toute cette guerre à une chose évidemment préoccupante, c'est le retour. Le village est là au loin aussi, pour le rappel de cette petite patrie si importante. Néanmoins, on a un message très mobilisateur, très rassurant, évidemment, pour favoriser l'emprunt. Autre visuel intéressant et rural, une œuvre d'Armand Coussens, une estampe couleur, avec une belle technique, et vous voyez ce côté encore très rural, le départ du mobilisé,
une œuvre de 1916 apparemment, mais qui garde des marques traditionnelles de la famille française, avec cette petite maison, peut-être même une chaumière, avec les poules, un paysage agreste, la petite ferme, et le couple s'enlace très, très tendrement, et c'est la fillette qui retient sa mère par la jupe pour attirer son attention. Départ allemand, cette fois, avec une œuvre de Ruud Roep, intéressante. C'est le départ de ce citoyen soldat qui quitte une belle demeure moderne et cossue. Donc le mobilisé part ici en 1916, alors qu'on a un casque à pointe du début de guerre. Un départ dans la dignité avec cette femme qui appuie juste son front sur l'épaule de son mari et qui ne verse aucune larme. Il y a juste ce garçonnet qui gesticule un petit peu derrière en serrant les poings, hein, comme s'il disait « allez, vas-y » ou en tout cas « on va les avoir, c'est ça le français ». Et néanmoins, la petite fille, elle apporte un bouquet et elle a fleuri le casque de son père. Au loin, à droite, en retrait, vous avez la mère en noir qui, elle, peut s'épancher. Elle est là, en larmes, dans son mouchoir. C'est la seule personne autorisée à exprimer la tristesse de ce départ. Je mets en parallèle une représentation allemande assez similaire, voyez, néanmoins beaucoup plus affligée, plus sobre. La femme a une expression évidemment de très très grande tristesse, mais l'homme ne serre pas la femme dans ses bras, on se serre la main d'une façon très conventionnelle, mais lui il est déjà parti, hein, il a son sac à dos, son fusil, voilà, il y a plus que de la résolution, il y a une vision déjà guerrière. Alors, une œuvre très intéressante, c'est un triptyque de Garcia Benito qui s'appelle Alea Jacta Est, les dés sont jetés, hein, célèbre phrase de Jules César franchissant le Rubicon. Un triptyque pour insister sur le côté militarisation de ce départ. À gauche, vous avez le couple bourgeois encore dans son intimité, intimité bien marquée par le contre-jour par rapport à la lampe allumée sur la table, et le couple s'embrasse, voilà, il est très enlacé, il y a beaucoup d'intimité, la femme a son visage vraiment complètement caché, et l'homme est en civil encore, mais à gauche il y a le fauteuil, ce fauteuil qui est là en évidence. C'est là, dans ce fauteuil, qu'elle restera seule à penser à l'absent et à rappeler, à marquer son amour pour lui. Au centre, une scène de mobilisation avec un cuirassier qui sonne du clairon et le cuirassier qui lit l'ordre de mobilisation avec des civils à droite, plutôt des ruraux, des ouvriers qui sont prêts à partir, comme en témoigne l'homme avec le baluchon au centre, et à gauche, le trio, homme, femme, enfant, l'homme est encore en civil, et cet homme, c'est le père qui remet à la mère l'enfant, le bébé, et est vraiment confié à la mère. Donc, c'est la fatalité, c'est encore la résolution, je dois partir, je te confie l'enfant. Et à droite, cette scène un peu étrange au premier abord pour ces deux scènes, par rapport à ces deux scènes précédentes, c'est une scène éminemment religieuse, avec, vous le voyez, le Christ en croix, et ce prêtre, ce séminariste, qui est en prière, les mains ouvertes, et qui vraiment affiche sa foi, et en fait renonce à tout pour le Christ, hein, dans une dimension christique qui sera en fait celle du soldat au cours de la guerre. Lui aussi
sacrifie en quelque sorte, sacrifie sa vie civile, sa vie d'autrefois pour le Christ. Le soldat, lui mobilisé à gauche et à droite, va évidemment faire une croix sur cette vie de père et de citoyen. Une autre gravure non datée et sans titre, c'est une xylographie, et vous voyez, c'est une technique qui accentue beaucoup les traits. Et donc, nous avons ce noir très très puissant qui voilà, donne un caractère nocturne et très affligé. On le voit déjà avec la silhouette de la veuve, de la mère à gauche, la mère de profil, qui a des traits vraiment très 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 sérieux, et la figure du père au milieu, le père casqué qui va partir. Alors là, c'est plus, on s'en doute, un départ dans le cadre d'une permission. La famille s'accroche, hein, elle est agglutinée contre ce père. Les enfants à droite le montrent, hein, la main de l'enfant sur l'épaule montre cette emprise. Et la femme, alors l'épouse, elle n'embrasse pas son époux d'une façon très très exclusive, très prioritaire. Elle lui fait un baiser, mais comme si elle l'aspirait, comme si elle le retenait le plus possible, puisque, comme je le disais tout à l'heure, chacun se l'arrache, ce père. Donc une intensité très, très dramatique et surtout muette. Hein. On a là un déchirement silencieux, mais néanmoins tragique. Ensuite, une représentation du père avec l'enfant. Là, c'est une image populaire, évidemment, très convenue, mais qui montre cette dimension intime du père et de l'enfant. Alors, sans doute, là aussi, dans le cadre d'une permission, ou peut-être d'un retour de démobilisation. Le propre de beaucoup d'objets de ce type-là, c'est qu'on ne sait pas la date, on a peu de repères pour les dater, et qu'ils ont certainement aussi été très diffusés après la guerre. Voilà une vision très, très sympathique, l'enfant qui s'amuse avec la barbe de son père, et donc pas de femme. Il y a un moment de partage très intéressant qui montre l'après-guerre et cette notion diffuse de l'éducation du père pour son enfant. Une sculpture maintenant d'Alexandre Descatoires, un sculpteur de grande qualité plastique. C'est une œuvre de 1917, un bronze, qui montre le retour, voilà, le retour rêvé, le retour imaginé, ou le départ lors d'une permission. Là aussi, la chose peut être ambiguë. Néanmoins, on a une excellente représentation de ce trio avec un mouvement, avec un élan, comme une valse, avec la jupe de la femme qui embrasse tendrement son époux, alors que l'homme, lui, embrasse plutôt l'enfant. Vous voyez, une répartition des liens d'affection entre tous. Et une petite statuette que nous avons aussi alors à l'Historial, qui est de Catherine Gross-Fulpius, une artiste suisse, et qui montre à travers ce trio, là encore, beaucoup de tendresse. Et ce qu'il peut voir, c'est que l'enfant est vraiment au cœur, il est pris à partie par les mains, par les deux parents, enlacés très charnellement, hein. Mais lui ferme les yeux, il les plisse comme si c'était pour du chagrin, évidemment caché, ténu. Et elle est triste, elle a une moue expressive, elle cache vraiment sa tristesse. Et le bébé, lui, détourne son visage, il se tourne vers la mère. C'est quelque chose d'assez poignant. Donc c'est le dernier instant, c'est quelque chose de très, très instantané, presque. Et l'enfant est là déjà un petit peu, on pourrait le préfigurer comme un orphelin potentiel. Alors un tableau beaucoup plus gai, c'est le tableau de Victor Marek, qui n'est pas vraiment daté, mais qui peut l'être de 1918, mais là encore
permission ou démobilisation, point d'interrogation. Néanmoins, le soldat ayant encore son uniforme, vous le voyez, c'est tout de même plus le délassement du guerrier qui a rapporté à ces garçons, en tout cas, des prises de guerre, comme le casque Stahlen que l'on peut voir sur le petit garçon qui joue au soldat allemand qui se rend et qui crie camarade, quelque chose de très récurrent dans l'iconographie de la guerre. Mais voilà, une façon aussi de rappeler que le père est un héros et qu'il peut, à juste titre, se délasser dans cet intérieur, vous voyez, assez bourgeois, lumineux, ensoleillé. Il y a de la gaieté dans cette scène, et il est là comme pater familias, heureux de retrouver son épouse, avec cette dimension si patriotique rappelée par la petite poupée d'Alsacienne que la fillette tient dans ses bras à droite. Donc satisfaction familiale et on pourrait même presque dire sociale. Une affiche populaire, vraiment très populaire, avec Benjamin Rabier, qui montre donc le retour d'Orient de ce soldat qui a un képi avec, de façon très symbolique, le croissant oriental, et il revient chez lui heureux dans une ferme, vous le voyez, qui symbolise la prospérité. Hein, la meule de foin est bien pleine, la basse-cour abondante, le cochon, le cheval, chien et chat, tout va bien, un cadre très, très riant. Il revient lui-même avec une musette bien remplie, le casque à la ceinture, il est chargé, il a peut-être apporté des choses pour les enfants qui ont grandi, hein, le petit garçon a à peu près 5 ans et il y a un bébé, sans doute le fruit d'une bonne permission. Donc cette image très épinale, évidemment, se veut optimiste et idyllique, bonne pour le moral, puisqu'elle est là pour vanter l'obligation pour les soldats sur le front d'Orient de prendre quotidiennement leur quinine, hein, pour lutter contre le paludisme. Et quinine et mousquetaires, célébrons tous ce beau succès qui réjouit nos cœurs français. Mon cher militaire vous doit bonne mine. Le soldat doit revenir en bonne santé, il doit revenir sain. Donc prendre sa quinine, mais sain également aussi peut-être par rapport à tous les problèmes d'hygiène sexuelle, hein, il ne doit pas revenir avec une syphilis. Donc il doit survivre pour le bien de la famille, alors qu'on sait que sur le front d'Orient, les conditions sanitaires étaient très, très difficiles et que tout le monde a été plus ou moins malade de paludisme. Je vais terminer par une œuvre qui est une copie d'un tableau de Henry Fisher, une œuvre britannique, 1919, qui montre le retour. Voilà, le retour d'un officier. Vous le voyez pas très en point, et oui, il est aveugle. Voilà. Et c'est une œuvre qui a été faite pour un hôtel pour les employées féminines de l'Institut national pour les aveugles. Bon, il a la chance de revenir. Cadre riant, l'épouse charmante, la petite fille est là. Mais la petite fille, en légende de cette œuvre, elle rappelle « Papa, tu n'as pas dit combien j'ai grandi ?» Voilà une phrase très intéressante, une approche insolite du rapport père-enfant. Elle rappelle tout simplement cette fillette, son désir d'attention. Voilà, la guerre est finie, les soldats, ça va, on ne s'est intéressé qu'à eux pendant 4 ans et demi. Maintenant, l'avenir, c'est nous, les jeunes, les enfants. J'ai grandi, j'ai droit à la parole, et si tu as fait le sacrifice de ta vue, eh bien, et que tu reviens médaillé de guerre, voilà, l'attention doit maintenant m'être portée. Voilà, alors en conclusion de cette présentation rapide et évidemment très sélective d'œuvres, vous voyez que le pathos que l'on pouvait s'attendre à trouver sur des œuvres, elle est tout de même très contenue, quasiment pas de pleurs, des émotions limitées en fait à un certain stoïcisme, évidemment toujours beaucoup de maîtrise. L'homme part,
ou pour le départ de mobilisation, ou pour le départ dans le cadre d'une permission, avec la notion d'attente et d'incertitude, comme les femmes néanmoins le montrent ici d'une façon très concrète, avec cette façon de serrer l'homme, de l'embrasser. Mais en même temps, on veut rassurer, puisque la femme travaille bien à la ferme, elle va garder l'enfant, elle va l'éduquer. Et cette éducation par les femmes de l'enfant aussi est quelque chose qui a angoissé les hommes mobilisés. Hein, il a peur, l'homme, le guerrier, de rater quelque chose. À savoir que le garçon sera peut-être pas assez masculin, pas assez soldat quand il le faudra. Mais néanmoins, dans toutes ces représentations, nous avons un retour imaginé, anticipé, rêvé, qui doit être idyllique, mais qui doit surtout rappeler la solidité du couple, je dirais même du trio, puisque à chaque fois ce trio, c'est ce triangle vraiment très, très solide qui doit marquer la bonne durée des sentiments pendant toute la guerre. Voilà, et je ne peux que vous inviter à venir voir notre exposition qui prolonge ce propos à travers l'affection. Il y a la frustration sexuelle qui est rarement montrée, bien évidemment, les fantasmes, les palliatifs, et combien aussi les espaces de retrouvailles et de permission peuvent marquer l'imaginaire du retour, en tout cas le retour définitif attendu par tous, alors que l'ombre noire qui guette ces couples, c'est le deuil, c'est la silhouette en noir, et c'est le lit qui sera vide, et le trio qui sera évidemment complètement bancal à la fin de la guerre. Voilà, je vous remercie. Des questions? Oui. J'ai une question. Vous avez trouvé des images dans lesquelles il y a des personnages, disons familiaux, qui ne soient pas la mère du soldat? Qui ne soient pas la mère. Le père du soldat? Alors c'est très rare, je crois qu'il y a... Les vieux parents sont représentés dans une affiche d'emprunt, mais en train de lire chez eux, et la représentation des vieux parents est quelque chose de rarissime. C'est ça, c'est rarissime. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, on en a cherché. Il y a très peu d'adolescence. Très peu d'adolescents aussi. Oui, oui, le petit enfant a une valeur plus symbolique, plus forte, voilà, plus sentimentale, bien évidemment. Donc, vous confirmez, il y a très peu d'adolescents et rarement... Exactement, oui, oui, tout à fait. Ah oui, 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 oui. Oui, j'en ai cherché en prêt pour l'exposition de mots ici. Et, voilà, on revient toujours sur une, deux affiches et c'est tout. Et je dirais même les images plus épinales, c'est quasiment absent. Non, ça n'est pas assez porteur, c'est pas... ça n'exprime pas autant de sentiments, de symbolique qu'avec une femme jeune, des enfants jeunes, et cette notion de petite famille, comme vous le disiez si bien, voilà, une famille étroite, mais soudée, remplie d'affection, et voilà, qui est porteuse en même temps et garante de cet effort de guerre qui est si important pour les 52 mois de guerre. C'est intéressant. Je m'excuse, c'est intéressant parce que pendant la Révolution française, on a au contraire une représentation assez courante du vieux père ou du jeune qui pourrait prendre le relais, par exemple, dans la Marseillaise, le jeune qui n'est pas encore combattant, mais qui prendra, qui entrera dans la carrière, c'est son ministre. Oui, d'accord. Alors que dans l'iconographie, l'enfant peut être représenté comme le relais potentiel si la guerre dure, mais c'est le petit garçon avec le fusil de bois, le képi, et voilà, ça s'arrête à cela. C'est très stéréotypé, mais il n'a pas plus de 10-12 ans, non, ce n'est pas du tout un adolescent, c'est sûr. Oui, oui. Non, ça c'est effectivement très intéressant.